247 avant notre ère. Un enfant naît à Carthage, au nord de l'Afrique. Son nom, Hannibal Barca. Ce garçon deviendra l'ennemi le plus redoutable que Rome ait jamais connu. Carthage était alors une puissance maritime. Fondée par les Phéniciens 9 siècles plus tôt, elle contrôlait les routes commerciales en Méditerranée occidentale. Ses navires sillonnaient hors de les mers, ses marchands accumulaient les richesses, ses colonies s'étendaient jusqu'en Espagne. Mais Rome grandissait aussi. Les deux cités allaient forcément s'affronter. La première guerre punique éclate en 264 avant notre ère. Durant 23 années, Rome et Carthage se déchirent pour le contrôle de la Sicile. Les batailles se succèdent sur terre et sur mer. Le père d'Hannibal, Hamilcar Barca, commande les forces carthaginoises. C'est un tacticien brillant, redouté des Romains. Malgré son talent, Carthage perd la guerre en 241. Les conditions du traité sont humiliantes. Carthage doit abandonner la Sicile, ses colonies les plus riches. Pire encore, elle doit payer une indemnité de guerre colossale à Rome. Les Romains, profitant de la faiblesse carthaginoise, s'emparent ensuite de la Sardaigne sans même combattre. L'humiliation est totale. Hamilcar n'accepte pas cette défaite. Sa famille, les Barcides, est noble et influente. Il comprend que Carthage doit reconstruire sa puissance pour affronter Rome à nouveau. En 237, il part pour l'Hispanie avec ses troupes. Son objectif ? Conquérir de nouveaux territoires, exploiter les mines d'argent et d'étain, constituer une nouvelle armée. Le jeune Hannibal, alors âgé de 9 ans, veut suivre son père. Hamilcar accepte mais pose une condition. Il emmène son fils au temple, fait sacrifier un animal sur l'autel. Le garçon doit plonger sa main dans le sang et jurer devant le dieu Baal une haine éternelle envers Rome. Hannibal prononce le serment. Ce jour-là, le destin de la Méditerranée bascule. En Hispanie, Hamilcar mène la conquête. Les tribus locales résistent mais sont progressivement soumises. Les mines tombent aux mains des Carthaginois. L'argent afflue, permettant de payer les indemnités de guerre tout en finançant une nouvelle armée. Hannibal grandit au milieu des camps militaires. Il apprend la tactique, observe les batailles, comprend comment motiver des troupes de différentes origines. En 229, la tragédie frappe. Hamilcar meurt au combat contre une tribu ibérique. Le commandement passe à Hasdrubal le beau-frère d'Hannibal. Ce dernier poursuit la conquête et fonde une nouvelle ville, Carthagène. Cette cité devient un port majeur, une base militaire, le centre du pouvoir carthaginois en Espagne. Hannibal sert sous les ordres d'Hasdrubal. Il commande la cavalerie, se forge une réputation de chef courageux. Les soldats l'apprécient pour son courage au combat et sa capacité à partager leurs difficultés. En 221, Hasdrubal est assassiné par un esclave cherchant à venger son maître. Hannibal a 26 ans. L'armée le choisit comme nouveau commandant. Rome observe cette montée en puissance avec inquiétude. Les sénateurs romains voient bien que Carthage se renforce en Espagne. Ils décident d'agir. Une alliance est signée avec Sagonte, une cité située au sud de l'Èbre, dans la zone d'influence carthaginoise. C'est une provocation délibérée. Hannibal comprend le piège. S'il attaque Sagonte, Rome aura un prétexte pour déclarer la guerre. S'il ne fait rien, il montrera sa faiblesse. En 219, il met le siège devant Sagonte. La ville résiste 8 mois avant de tomber. Rome réagit immédiatement. Des ambassadeurs arrivent à Carthage avec un ultimatum, livrer Hannibal ou accepter la guerre. Le Sénat carthaginois hésite. Certains veulent la paix, d'autres soutiennent les Barcides. Finalement, la décision est prise, ce sera la guerre. Les Romains s'attendent à combattre en Sicile ou en Afrique comme lors du premier conflit. Hannibal prépare quelque chose de totalement différent. Au printemps 218, l'armée carthaginoise quitte Carthagène. Les effectifs sont impressionnants. Selon les sources, entre 50 000 et 90 000 fantassins, 9 à 12 000 cavaliers, 37 éléphants de guerre. Hannibal traverse les Pyrénées, pénètre en Gaule. Les Romains envoient camper des troupes pour bloquer son avancée à l'embouchure du Rhône. Mais le général carthaginois est plus rapide. Il remonte le fleuve vers le nord, évite l'armée romaine. La traversée du Rhône pose problème avec les éléphants. Hannibal fait construire des radeaux géants recouverts de terre pour que les animaux croient marcher sur la berge.
L'opération réussit. Les troupes sont sur l'autre rive avant que les Romains ne comprennent ce qui se passe. Puis vient le moment le plus audacieux, la traversée des Alpes. C'est l'automne. Les premières neiges tombent déjà sur les sommets. Les Romains pensent cette route impraticable pour une armée, surtout avec des éléphants. Hannibal en fait son atout. Le voyage est un cauchemar. Les sentiers étroits serpentent au bord de précipices vertigineux. Les tribus gauloises locales attaquent la colonne, faisant pleuvoir des rochers depuis les hauteurs. Les hommes tombent dans les ravins. Les bêtes de somme perdent l'équilibre. Les provisions se perdent. Le froid mord les soldats africains et espagnols qui n'ont jamais connu pareil climat. Au sommet du col, probablement le col de la Traversette à près de 3000 mètres d'altitude, la neige recouvre tout. La descente est encore plus périlleuse que la montée. Un éboulement bloque le chemin. Hannibal ordonne de dégager la voie. Les soldats creusent dans la roche pendant des jours. Pour ramollir la pierre, ils allument des feux puis versent du vinaigre. Le passage s'élargit enfin. 15 jours après avoir commencé l'ascension, l'armée atteint la plaine du Pô en Italie. Le bilan est désastreux. Des 38 000 fantassins et 8 000 cavaliers qui ont franchi le Rhône, il ne reste que 20 000 fantassins et 6 000 cavaliers. La plupart des éléphants ont péri. Mais Hannibal a réussi l'impossible. Une armée carthaginoise se trouve en Italie, dans le dos de Rome. Les Gaulois cisalpins, ces tribus qui viennent d'être soumises par Rome, rejoignent massivement Hannibal. 40 000 guerriers gonflent ses rangs. Le général carthaginois peut maintenant affronter les légions. La première bataille a lieu au Tessin en novembre 218. Le consul Publius Cornelius Scipion, père du futur Scipion l'Africain, commande les Romains. C'est un engagement de cavalerie. Les Numides d'Hannibal, ces cavaliers d'Afrique du Nord réputés pour leur mobilité, massacrent les cavaliers romains. Scipion lui-même est blessé, sauvé de justesse par son fils adolescent. Rome vient de perdre sa première bataille. Un mois plus tard, nouvelle confrontation à la Trébie. Cette fois, c'est une bataille rangée. Hannibal tente un piège. Au petit matin, il envoie sa cavalerie légère harceler le camp romain. Le consul Sempronius Longus, impatient de combattre, lance ses légions à la poursuite des Carthaginois. Les soldats romains traversent la rivière glacée, arrivent épuisés et frigorifiés sur l'autre rive. Hannibal les attend en bon ordre. Son infanterie occupe le centre, sa cavalerie les aile. Le combat s'engage. Au moment crucial, son frère Mago surgit avec 2000 hommes cachés dans les fourrés depuis l'aube. L'attaque sur le flanc et l'arrière sème la panique. 30 000 Romains sont tués ou faits prisonniers. Seuls 10 000 légionnaires parviennent à s'échapper. La terreur s'empare de Rome. En 15 ans de combat, jamais la cité n'avait subi 2 défaites aussi rapprochées. Hannibal ne laisse pas aux Romains le temps de souffler. Au printemps 217, il traverse les Apennins. Son armée affronte le marécage d'Arno. 4 jours et 3 nuits dans la boue et l'eau croupie. Les hommes marchent sans dormir. Beaucoup tombent d'épuisement et se noient. Hannibal lui-même contracte une infection à l'œil. Il perd définitivement la vue de l'œil droit. Malgré cette épreuve, il arrive en Étrurie. Le consul Caius Flaminius le poursuit avec une armée de 25 000 hommes. Hannibal choisit son terrain. Le lac Trasimène. Les collines entourent le lac sur 3 côtés. Il cache ses troupes dans les hauteurs, laissant seulement son arrière-garde visible. Le 21 juin 217, au petit matin, Flaminius aperçoit l'arrière-garde carthaginoise. Persuadé qu'Hannibal fuit, il lance ses légions sur le chemin étroit entre le lac et les collines. Un brouillard épais couvre la région. Les Romains avancent en colonne, sans formation de combat. Soudain, les Carthaginois surgissent de partout. L'infanterie lourde frappe de front. La cavalerie coupe la retraite. Les frondeurs et les archers tirent depuis les hauteurs. Les légionnaires, surpris et coincés, ne peuvent pas se déployer. Certains tentent de fuir dans le lac et se noient sous le poids de leur armure. Le massacre dure 3 heures. 15 000 Romains meurent, dont le consul Flaminius. 6 000 autres sont capturés. Un détachement de 4 000 cavaliers romains, arrivés en retard, tombe le lendemain dans une embuscade. C'est l'une des pires défaites de l'histoire romaine. Hannibal libère les prisonniers italiens non romains. Son message est clair. Il ne combat pas l'Italie, seulement Rome. Il veut briser les alliances qui font la force de la cité. Certaines villes hésitent, quelques-unes passent du côté carthaginois, mais la majorité reste fidèle à Rome.
Le Sénat romain réagit en nommant un dictateur, Quintus Fabius Maximus. Cet homme adopte une stratégie nouvelle, plus d'affrontements directs. Il va harceler Hannibal, couper ses lignes de ravitaillement, éviter la bataille décisive. On l'appellera Fabius le temporisateur. Cette tactique fonctionne. Hannibal ravage les campagnes mais ne peut pas prendre de villes importantes. Ses troupes manquent de ravitaillement. Rome reprend confiance. Mais beaucoup de citoyens considèrent cette stratégie comme de la lâcheté. Ils veulent une bataille décisive, une victoire éclatante. En 216, 2 nouveaux consuls sont élus, Lucius Aemilius Paulus et Caius Terentius Varron. Le second, soutenu par le peuple, veut en finir avec Hannibal. Le Sénat lui donne une armée énorme pour l'époque, environ 80 000 fantassins et 6 000 cavaliers. C'est presque le double des troupes d'Hannibal. Les deux armées se font face près de Cannes, en Apulie, le 2 août 216. Hannibal choisit un terrain plat, favorable à sa cavalerie supérieure. Les consuls romains commandent à tour de rôle, un jour chacun. Le jour de la bataille, c'est Varron qui dirige. Il déploie ses légions en formation massive au centre, écrasant la largeur pour maximiser la puissance de choc. Hannibal adopte un dispositif inhabituel. Au centre, il place son infanterie gauloise et espagnole en formation légèrement convexe, bombée vers l'avant. Sur les flancs de cette ligne, il positionne son infanterie lourde africaine. Aux ailes, sa cavalerie, les Ibères et les Gaulois à gauche sous Hasdrubal, les Numides à droite sous Hannon. La bataille commence. L'infanterie romaine charge le centre carthaginois. Les Gaulois et les Espagnols reculent progressivement, comme prévu. La ligne convexe devient concave, formant un croissant. Les Romains s'engouffrent dans cette poche, persuadés de la victoire. Pendant ce temps, sur les ailes, la cavalerie carthaginoise écrase la cavalerie romaine. Hasdrubal détruit complètement les cavaliers romains de l'aile gauche, puis traverse tout le champ de bataille pour renforcer Hannon sur l'autre aile. Les cavaliers italiens alliés de Rome sont pris en tenaille et massacrés. Les Romains au centre enfoncent toujours plus profondément le dispositif carthaginois. Mais c'est exactement ce qu'Hannibal veut. Quand les légions sont suffisamment engagées, l'infanterie lourde africaine, restée fraîche sur les flancs, pivote et attaque les côtés de la masse romaine. Simultanément, Hasdrubal revient avec toute la cavalerie carthaginoise et frappe l'arrière des Romains. L'encerclement est complet. Les légionnaires, compressés les uns contre les autres, ne peuvent plus manœuvrer ni même lever leurs armes. C'est un massacre méthodique. À la fin de la journée, 45 à 55 000 Romains gisent morts sur le champ de bataille. Le consul Paulus est tombé, ainsi que 80 sénateurs qui servaient comme tribuns militaires. 10 à 15 000 soldats sont capturés. Les pertes carthaginoises, environ 6 000 hommes, principalement des Gaulois. Cannes est la plus grande défaite militaire de l'histoire romaine. Aucune bataille, avant ou après, ne verra autant de Romains tués en une seule journée. Hannibal vient de démontrer son génie tactique. Cette bataille sera étudiée dans toutes les écoles militaires pendant 2 millénaires. Maharbal, le commandant de la cavalerie carthaginoise, supplie Hannibal de marcher immédiatement sur Rome. Avec 5 jours de marche, ils peuvent atteindre la cité. Hannibal refuse. Il veut d'abord consolider ses positions, rallier plus d'alliés. Maharbal prononce alors une phrase restée célèbre. « Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. » Cette décision reste débattue par les historiens. Hannibal manquait-il de matériel de siège? Craignait-il de laisser des villes hostiles dans son dos? Pensait-il vraiment pouvoir vaincre Rome par l'attrition plutôt que par un assaut direct? Nous ne saurons jamais. Mais Rome respire. La cité refuse de capituler. Chose incroyable, le Sénat ne rachète même pas ses prisonniers, les condamnant à l'esclavage ou à la mort. Rome lève de nouvelles armées, abaissant l'âge minimum d'enrôlement, armant même des esclaves. La guerre doit continuer. Plusieurs villes italiennes rejoignent Hannibal après Cannes. La plus importante est Capoue, la 2e ville d'Italie. Syracuse, en Sicile, bascule aussi dans le camp carthaginois. Le roi de Macédoine, Philippe V, signe une alliance avec Carthage. Rome se retrouve encerclée, combattant sur plusieurs fronts. Mais les Romains adaptent leur stratégie. Plus de batailles rangées contre Hannibal. Ils harcèlent son armée.
reprennent les villes passées à l'ennemi une par une, envoient des troupes en Espagne pour couper ses renforts. Hannibal demande sans cesse des renforts à Carthage. Le Sénat carthaginois refuse. Certains membres sont jaloux de sa popularité, d'autres craignent les représailles romaines, beaucoup préfèrent dépenser l'argent pour leur luxe personnel. En 212, les Romains reprennent Syracuse après un long siège. Le célèbre mathématicien Archimède, qui avait conçu des machines de guerre défendant la ville, est tué malgré l'ordre de l'épargner. L'année suivante, Capoue tombe à son tour. Les habitants sont vendus comme esclaves, la ville détruite en exemple. Hannibal erre dans le sud de l'Italie pendant plus de 10 ans, gagnant encore des escarmouches, mais incapable de porter le coup fatal. En 207, son frère Hasdrubal arrive enfin d'Espagne avec des renforts. Il traverse les Alpes par un chemin plus au nord. Les deux frères prévoient de faire leur jonction pour marcher ensemble sur Rome. Mais les Romains interceptent un messager. Ils connaissent les plans carthaginois. Le consul Claudius Nero fait une manœuvre audacieuse. Il quitte discrètement son armée face à Hannibal avec 7000 hommes, rejoint en marche forcée l'autre consul au nord, et ensemble ils piègent Hasdrubal près de la rivière Métor. La bataille est brève et sanglante. Hasdrubal meurt au combat. Les Carthaginois sont anéantis. Quelques jours plus tard, des cavaliers romains jettent la tête d'Hasdrubal dans le camp d'Hannibal. Le général carthaginois comprend que tout est perdu. Pendant ce temps, un jeune général romain nommé Publius Cornelius Scipion mène campagne en Espagne. C'est le fils du consul blessé au Tessin, celui qui a survécu à Cannes. Il a étudié les tactiques d'Hannibal, compris ses forces et ses faiblesses. En 209, il prend Carthagène par surprise. En 206, toute l'Espagne est aux mains de Rome. Scipion propose alors un plan audacieux, porter la guerre en Afrique, menacer Carthage directement. Le Sénat hésite, mais accepte finalement. En 204, Scipion débarque en Tunisie avec une armée. Il s'allie avec Massinissa, un prince numide qui vient de prendre le pouvoir et qui déteste Carthage. Les Romains ravagent les campagnes autour de Carthage, brûlent les récoltes, détruisent les villages. La cité panique. Le Sénat carthaginois rappelle enfin Hannibal. Après 15 années en Italie, le général rentre en Afrique avec ses vétérans. En 203, Hannibal arrive à Hadrumète. Il rassemble rapidement une nouvelle armée, ses 12 000 vétérans d'Italie, des mercenaires celtes, des conscrits carthaginois sans expérience, 80 éléphants de guerre. Au total, environ 40 000 hommes face aux 40 000 de Scipion. Avant la bataille, Hannibal demande une entrevue avec Scipion. Les deux généraux se rencontrent, chacun admirant le talent de l'autre. Hannibal propose la paix. Carthage abandonne toutes ses possessions hors d'Afrique, paie une indemnité raisonnable. Scipion refuse. Les termes doivent être plus durs. Le 19 octobre 202, les deux armées s'affrontent à Zama. Hannibal dispose ses éléphants en première ligne, puis ses mercenaires, ensuite l'infanterie carthaginoise et africaine, enfin ses vétérans d'Italie. Aux ailes, sa cavalerie numide et carthaginoise, mais en nombre bien inférieur à celle de Scipion. Le général romain a appris d'Hannibal. Au lieu de former une ligne continue, il laisse des couloirs entre ses manipules masqués par l'infanterie légère. Quand les éléphants chargent, les soldats romains font un vacarme assourdissant avec leurs cors et leurs trompettes. Les pachydermes, effrayés, se retournent contre leur propre armée ou s'engouffrent dans les couloirs préparés. Sur les ailes, la cavalerie de Massinissa et celle de Laelius écrasent rapidement la cavalerie carthaginoise, numériquement très inférieure. Puis elle quitte le champ de bataille en poursuivant les fuyards, comme à Cannes. Hannibal pense peut-être qu'elles ne reviendront pas. L'infanterie s'affronte férocement. Les mercenaires gaulois et ligures attaquent, sont repoussés, tentent de reculer vers la deuxième ligne. Mais l'infanterie carthaginoise refuse de les laisser passer, craignant qu'ils ne rompent les rangs. Un combat éclate au sein même de l'armée punique. Scipion ordonne alors à ses deuxième et troisième lignes de se déployer sur les flancs, exactement comme Hannibal à Cannes. Elles commencent un mouvement d'encerclement. Les vétérans d'Hannibal, au centre, combattent avec acharnement mais sont progressivement encerclés. Au moment décisif, la cavalerie de Massinissa et Laelius
revient et charge l'arrière de l'infanterie carthaginoise. C'est Cannes à l'envers. Hannibal vient d'être battu avec sa propre tactique. 20 000 Carthaginois meurent, 10 000 sont capturés. Les Romains perdent 1500 hommes. Hannibal parvient à s'échapper avec quelques cavaliers. Il regagne Carthage et conseille au Sénat d'accepter les termes de Rome. La guerre est perdue. Le traité de paix est écrasant. Carthage perd toutes ses possessions hors d'Afrique, y compris l'Espagne. Sa flotte est réduite à 10 navires. Elle doit payer une indemnité de 10 000 talents sur 50 ans. Elle ne peut plus faire la guerre sans l'autorisation de Rome. La grande puissance méditerranéenne n'est plus qu'un État vassal. Hannibal ne disparaît pas pour autant. Il devient suffète, une sorte de magistrat carthaginois. Il réforme l'administration, combat la corruption, permet à Carthage de payer rapidement ses dettes, malgré l'indemnité écrasante. Son efficacité alarme ses ennemis politiques à Carthage et à Rome. En 195, ses opposants l'accusent de comploter contre Rome. Plutôt que d'être livré aux Romains, Hannibal fuit. Il trouve refuge auprès du roi séleucide Antiochos III en Syrie. Il conseille le roi dans sa guerre contre Rome, mais les Séleucides sont battus. Hannibal s'exile alors en Bithynie, dans l'actuelle Turquie, auprès du roi Prusias. Même là, Rome le traque. En 183, les Romains exigent son extradition. Hannibal a 64 ans. Plutôt que de tomber aux mains de ses ennemis, il avale du poison. Ses derniers mots auraient été « Délivrons Rome de son inquiétude, puisqu'elle n'a pas la patience d'attendre la mort d'un vieillard. » Ainsi s'achève la vie du plus grand ennemi de Rome, celui qui a failli détruire la République. L'héritage d'Hannibal dépasse largement sa vie. Il reste considéré comme l'un des plus grands tacticiens militaires de tous les temps. La bataille de Cannes devient le modèle de la bataille d'encerclement parfaite. 2000 ans plus tard, des généraux l'étudient encore. Le comte allemand Alfred von Schlieffen s'en inspire pour concevoir son fameux plan de guerre en 1914. Le général américain Norman Schwarzkopf s'y réfère pendant la guerre du Golfe en 1991. Les écoles militaires du monde entier enseignent toujours les tactiques d'Hannibal. Mais au-delà de son génie tactique, Hannibal incarne la détermination face à l'adversité. Avec une armée composite de mercenaires parlant des langues différentes, sans renfort de sa patrie, affrontant l'ennemi sur son territoire, il a tenu pendant 16 ans. Aucun général dans l'histoire n'a réussi pareil exploit. Rome ne l'oubliera jamais. Pendant des siècles, les mères romaines effrayaient leurs enfants en leur disant qu'Hannibal viendrait les chercher s'ils ne se tenaient pas tranquilles. Le fantôme du général carthaginois hantait la cité, rappelant qu'elle avait failli disparaître. Pour Carthage, la défaite marque le début de la fin. La cité se relève économiquement, redevient prospère. Mais Rome ne peut tolérer cette renaissance. En 149, sous un prétexte futile, la troisième guerre punique commence. Cette fois, pas de batailles épiques, pas de général génial, juste un siège méthodique. En 146, après 3 ans de résistance, Carthage tombe. Les Romains massacrent la population, vendent les survivants comme esclaves, rasent la ville pierre par pierre. La légende dit qu'ils répandent du sel sur les ruines pour que rien ne repousse jamais. Carthage, la grande rivale, n'existe plus. Rome devient la puissance dominante de la Méditerranée. L'or et l'argent des mines espagnoles affluent, enrichissant la République. Les victoires sur Carthage donnent à Rome la confiance pour conquérir la Grèce, puis l'Orient. L'Empire romain peut naître. Mais paradoxalement, la guerre contre Hannibal transforme aussi Rome de l'intérieur. Scipion l'Africain, le vainqueur de Zama, introduit de nouvelles tactiques apprises de son ennemi. L'armée romaine devient plus flexible, plus professionnelle. Ces réformes permettront les conquêtes futures. La longue guerre a aussi des conséquences sociales. Les petits paysans soldats, absents pendant des années, perdent leurs terres. Les grands propriétaires les rachètent, créant d'immenses domaines travaillés par des esclaves. Cette concentration de la richesse alimentera les tensions qui finiront par détruire la République. Scipion lui-même connaît un destin amer. Après avoir sauvé Rome, il est accusé de corruption par ses ennemis politiques. Dégoûté, il se retire dans sa villa et ordonne dans son testament d'être enterré loin de Rome, la cité ingrate qu'il a sauvée.
L'histoire d'Hannibal et de la Deuxième Guerre punique fascine parce qu'elle pose des questions éternelles. Comment une petite cité comme Rome a-t-elle pu survivre à des défaites aussi catastrophiques? Pourquoi Hannibal n'a-t-il pas marché sur Rome après Cannes? Qu'aurait été le monde si Carthage avait gagné? On peut aussi voir dans ce conflit une tragédie. Hannibal, élevé dans la haine de Rome, accomplit des exploits surhumains pour venger son père et sa patrie. Mais Carthage elle-même le trahit, refusant les renforts qui auraient pu lui donner la victoire. Son génie tactique ne suffit pas face à la détermination collective romaine, car c'est peut-être là la vraie leçon. Hannibal était supérieur à tout général romain de son époque, mais Rome ne dépendait pas d'un seul homme. Quand un consul mourait, un autre prenait sa place. Quand une armée était détruite, une nouvelle était levée. Cette résilience institutionnelle a vaincu le génie individuel. Les Romains eux-mêmes reconnaissaient la grandeur d'Hannibal. Des siècles plus tard, quand on demandait à des généraux romains qui était le plus grand stratège de l'histoire, beaucoup répondaient « Hannibal ». Certains ajoutaient que s'il avait eu les ressources de Rome, il aurait conquis le monde connu. La traversée des Alpes reste l'exploit le plus spectaculaire. Aucune armée avant lui n'avait réussi pareil exploit avec des éléphants. Même en perdant la moitié de ses troupes, il a prouvé que l'impossible pouvait devenir possible avec de la détermination. Cette audace a changé la nature de la guerre. Avant Hannibal, les armées évitaient les obstacles majeurs comme les chaînes de montagnes. Après lui, les généraux comprennent que surprendre l'ennemi en empruntant une route jugée impraticable peut donner un avantage décisif. Napoléon s'en souviendra en franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard en 1800. Cannes, de son côté, démontre qu'un général brillant peut vaincre une armée 2 fois supérieure en nombre. La clé est d'exploiter les faiblesses de l'ennemi, la rigidité tactique romaine, la surestimation de la supériorité numérique, l'impétuosité de Varron. Hannibal transforme chaque force romaine en faiblesse, mais Zama montre aussi qu'un système peut apprendre et s'adapter. Scipion étudie son adversaire pendant des années, comprend ses méthodes, les retourne contre lui. Rome produit finalement un général digne d'Hannibal. Cette capacité d'apprentissage institutionnel est peut-être plus importante que le génie individuel à long terme. La Deuxième Guerre punique a façonné le monde occidental. Si Hannibal avait détruit Rome, pas d'empire romain, pas de diffusion du droit romain, pas de christianisme unifiant l'Europe, une histoire totalement différente. Carthage aurait peut-être dominé la Méditerranée, créant une civilisation phénicienne pan-méditerranéenne. Mais Rome a survécu. Et dans sa survie, elle a puisé une confiance inébranlable. Si la cité avait résisté à Hannibal, elle pouvait résister à n'importe quoi. Cette certitude alimentera les conquêtes suivantes. En quelques générations, Rome contrôlera tout le bassin méditerranéen. Pour les Carthaginois, c'est l'effondrement d'un rêve. Leur cité, fondée 8 siècles plus tôt, qui avait dominé les mers, qui avait rivalisé avec Rome, disparaît dans le feu et le sang. Leur culture, leur langue, leurs dieux, tout est balayé. Seul le souvenir d'Hannibal survit, préservé ironiquement par les historiens romains, car même les vainqueurs ne peuvent s'empêcher d'admirer leur plus grand ennemi. Tite Live, Polybe, tous ces historiens romains qui racontent la guerre le font avec un respect évident pour Hannibal. Ils reconnaissent qu'affronter un tel adversaire a rendu Rome plus forte. L'histoire se souvient d'Hannibal non comme d'un vaincu, mais comme d'un héros tragique. Un homme qui a tout donné pour une cause perdue d'avance, qui a accompli l'impossible encore et encore, qui a tenu tête à la plus grande puissance de son époque pendant 16 ans. Un homme qui, même dans la défaite, n'a jamais trahi ses principes. Son serment d'enfant, prononcé dans le sang sur l'autel de Baal, il l'a tenu jusqu'au bout. Toute sa vie fut une guerre contre Rome. Pas de repos, pas de compromis, seulement la lutte. Quand il ne pouvait plus combattre à la tête d'une armée, il conseillait les ennemis de Rome. Quand il ne pouvait plus conseiller, il choisissait la mort plutôt que la captivité. Cette fidélité absolue à son serment fait de lui une figure presque mythologique. Dans un monde d'alliances changeantes et de trahisons opportunistes, Hannibal représente la constance. Pour le meilleur et pour le pire, il était l'ennemi de Rome jusqu'à son dernier souffle. La revanche de Carthage contre Rome n'a jamais vraiment eu lieu. Hannibal a gagné des batailles, mais perdu la guerre. Carthage a été détruite, son peuple dispersé,
sa mémoire presque effacée. Rome a triomphé, construit un empire qui durerait des siècles. Pourtant, d'une certaine manière, Hannibal a gagné l'immortalité que Rome ne pouvait lui refuser. 22 siècles après sa mort, on étudie encore ses batailles, on raconte encore son épopée, on admire encore son courage. Il est devenu le symbole de la résistance contre des forces écrasantes, du génie face à la médiocrité, de la détermination contre le désespoir. Les éléphants traversant les Alpes, les légions massacrées à Cannes, le général solitaire buvant le poison plutôt que de se rendre. Ces images l'ont traversé les siècles. Elles inspirent encore ceux qui affrontent l'impossible, qui refusent d'abandonner face à l'adversité. Rome a peut-être gagné la guerre, mais Hannibal a gagné l'histoire. Et dans la longue mémoire de l'humanité, c'est parfois ce qui compte le plus. La stratégie d'Hannibal mérite qu'on s'y attarde davantage. Quand il débarque en Italie après la traversée des Alpes, sa situation semble désespérée. Il commande une armée affaiblie, composée de mercenaires de diverses origines. Face à lui, Rome peut lever des centaines de milliers d'hommes. Toute l'Italie centrale lui est hostile. Aucune ligne de ravitaillement ne le relie à Carthage. Pourtant, il tient 16 ans. Comment? D'abord par sa capacité à inspirer ses troupes. Les soldats carthaginois, numides, espagnols, gaulois ne partagent ni la même langue ni la même culture. Beaucoup ne sont là que pour l'argent. Mais Hannibal sait comment les motiver. Il combat aux côtés de ces hommes, partage leurs difficultés, les récompense généreusement. Il mange la même nourriture, dort à la belle étoile comme eux, marche en tête lors des passages dangereux. Cette proximité crée une loyauté extraordinaire. Même dans les pires moments, ses troupes ne se mutinent jamais. Quand la moitié de l'armée périt dans les Alpes, les survivants continuent. Quand Carthage refuse d'envoyer des renforts, personne ne déserte. Cette cohésion d'une armée multinationale est peut-être l'exploit le plus remarquable d'Hannibal. Sur le plan tactique, chaque bataille révèle son adaptation au terrain et à l'ennemi. Au Tessin, il exploite la supériorité de sa cavalerie numide. À la Trébie, il utilise le froid et le terrain pour épuiser les Romains avant le combat. Au lac Trasimène, il transforme le brouillard et la géographie en alliés. À Cannes, il retourne la force numérique romaine contre elle-même. Cette flexibilité contraste avec la rigidité romaine de l'époque. Les légions suivent des formations et des tactiques éprouvées depuis des générations. Elles comptent sur la discipline, l'endurance, le poids du nombre. Face à un ennemi ordinaire, cela fonctionne. Face à Hannibal, c'est une faiblesse exploitable. Mais le général carthaginois comprend aussi les limites de sa situation. Après Cannes, il sait qu'il ne peut pas prendre Rome par la force. La cité est trop bien défendue, ses murailles trop solides. Un siège prendrait des mois, peut-être des années. Pendant ce temps, d'autres armées romaines le prendraient à revers. Sa stratégie est donc différente. Il veut détacher les alliés de Rome, isoler la cité, la forcer à négocier. Si suffisamment de villes italiennes rejoignent Carthage, Rome devra céder. C'est un pari politique autant que militaire. Le pari échoue. La plupart des alliés romains restent fidèles, même après les terribles défaites. Pourquoi? Rome a passé des siècles à construire ce réseau d'alliances. Elle offre la citoyenneté romaine, des avantages commerciaux, une protection militaire. Les cités italiennes ont des liens familiaux, économiques, culturels avec Rome. Hannibal promet la liberté, mais c'est une promesse abstraite. Rome offre du concret. Et puis, beaucoup de villes craignent les représailles romaines. Si Carthage perd, ceux qui l'ont soutenu seront punis. Mieux vaut rester loyal et attendre la victoire finale de Rome. Cette résilience du système d'alliance romain surprend Hannibal. Il a sous-estimé la profondeur de l'intégration italienne. Rome n'est pas juste une cité, c'est le centre d'un réseau complexe de relations mutuelles. Détruire ce réseau de l'extérieur se révèle impossible. Carthage, de son côté, montre toutes ses faiblesses. Le Sénat est divisé entre factions rivales. Certains aristocrates jalousent les Barcides, cette famille militaire trop puissante. D'autres craignent qu'une victoire totale d'Hannibal ne renforce trop son pouvoir politique. Beaucoup préfèrent simplement profiter de leurs richesses sans risquer davantage. Cette division explique l'absence de renforts. Hannibal envoie message après message demandant des troupes, des provisions, des éléphants. Carthage répond par des excuses, des promesses jamais tenues.
quelques maigres contingents arrivent, insuffisants pour changer le cours de la guerre. En Espagne, le frère d'Hannibal, Hasdrubal, combat seul contre les Romains. Il gagne quelques batailles, mais ne peut pas envoyer d'aide en Italie. Quand il finit par partir en 207 avec des renforts, il est intercepté et tué. Sa tête jetée dans le camp d'Hannibal marque la fin des espoirs carthaginois. Scipion représente la nouvelle génération romaine. Il a 17 ans à Cannes, voit son père blessé, échappe de justesse au massacre. Cette expérience le marque profondément. Il décide de consacrer sa vie à vaincre Hannibal. Mais contrairement au consul précédent, il ne veut pas affronter le Carthaginois frontalement. Il étudie les victoires d'Hannibal, analyse ses tactiques, comprend ses principes. Il voit que le général carthaginois utilise toujours sa cavalerie supérieure pour envelopper l'ennemi. Il remarque comment Hannibal exploite le terrain, comment il manipule la psychologie de ses adversaires. Scipion se fait envoyer en Espagne. Là, il peut expérimenter sans risquer l'Italie. Il réforme l'entraînement des légions, introduit plus de flexibilité dans les formations, améliore la coordination entre infanterie et cavalerie. Il s'inspire des Numides pour créer une cavalerie romaine plus mobile. La prise de Carthagène en 209 montre son audace. Au lieu d'un long siège, il lance un assaut surprise en utilisant la marée basse pour traverser un lagon que les défenseurs croient infranchissable. La ville tombe en un jour. L'Espagne carthaginoise perd son centre de commandement et son arsenal principal. Scipion gagne aussi en diplomatie ce que Hannibal perd. Il courtise les princes numides, leur offre des alliances avantageuses. Massinissa, un chef numide brillant, bascule du côté romain. Cette alliance sera décisive à Zama. Le débarquement en Afrique en 204 est un coup de maître stratégique. Scipion force Carthage à rappeler Hannibal, abandonnant ainsi l'Italie. La guerre change de théâtre. Sur son sol natal, Hannibal n'a plus les avantages qui ont fait ses succès. À Zama, les deux généraux s'affrontent enfin directement. Ils se rencontrent avant la bataille, discutent seuls. Chacun respecte l'autre. Hannibal propose des termes de paix, sachant probablement qu'il va perdre. Scipion refuse, exigeant la reddition complète. Durant la bataille, Scipion applique les leçons apprises. Quand les éléphants chargent, il utilise le bruit pour les effrayer, exactement comme Hannibal avait utilisé le silence au lac Trasimène. Il laisse des couloirs pour canaliser la charge, transformant l'arme de choc en faiblesse. Sa cavalerie numérique supérieure écrase les ailes carthaginoises, puis disparaît du champ de bataille. Hannibal pense peut-être qu'elle ne reviendra pas, se souvenant des cavaleries romaines précédentes qui poursuivaient l'ennemi pendant des kilomètres. Mais Scipion a entraîné ses cavaliers différemment. L'encerclement final copie Cannes. Scipion retourne contre Hannibal sa propre tactique parfaite. C'est une humiliation calculée et un hommage. Le maître est vaincu par l'élève qui a surpassé son enseignement. Après Zama, Carthage n'a plus d'option. La paix imposée est dure, mais Rome laisse la cité survivre. C'est une erreur stratégique. 50 ans plus tard, Carthage se sera relevé économiquement. Sa prospérité irritera Rome, particulièrement Caton l'Ancien qui terminera tous ses discours au Sénat par la formule célèbre « Delenda et Carthago ». Carthage doit être détruite. La Troisième Guerre punique sera un prétexte pour effacer la cité. Les Romains exigent que Carthage se déplace à 15 km de la côte, abandonnant son port, sa force. C'est inacceptable. La cité résiste. Le siège dure 3 ans. Les habitants se battent avec le courage du désespoir, sachant qu'aucune pitié ne sera accordée. Scipion Émilien, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, commande les Romains. Quand les murailles tombent enfin, les combats continuent rue par rue, maison par maison. Les Carthaginois se battent avec des meubles, des tuiles, tout ce qu'ils trouvent. Les femmes et les enfants lancent des pierres depuis les toits. Le massacre dure 6 jours. Sur 50 000 défenseurs, seuls 50 000 civils survivent pour être vendus comme esclaves. La ville est incendiée. Les flammes brûlent pendant 17 jours. Quand les ruines refroidissent enfin, les Romains rasent méthodiquement chaque bâtiment. L'histoire du sel répandu sur les ruines est probablement fausse, inventée au XIXe siècle, mais elle capture l'esprit de destruction totale. Cette brutalité choque même certains Romains.
Polybe, l'historien grec présent au siège, rapporte que Scipion Émilien pleure en regardant la ville brûler. Il cite l'Iliade, craignant que Rome connaisse un jour le même sort. Cette prescience est remarquable. 6 siècles plus tard, Rome sera effectivement mise à sac. La destruction de Carthage marque un tournant dans l'impérialisme romain. Jusqu'alors, Rome conquérait, mais intégrait, transformait les vaincus en alliés. Avec Carthage, c'est l'annihilation totale. Un message au monde, ne défiez jamais Rome jusqu'au bout. Cette leçon sera retenue. Pendant des siècles, aucune cité ne résistera aussi longtemps à Rome. La peur de subir le sort de Carthage poussera beaucoup à se rendre avant la fin. Le souvenir d'Hannibal et de la terreur qu'il a inspirée rend la vengeance romaine encore plus impitoyable. L'héritage d'Hannibal se manifeste aussi dans l'évolution militaire romaine. Avant lui, les légions étaient rigides, disciplinées mais peu flexibles. Après les guerres puniques, Rome adopte progressivement des tactiques plus souples. La manipulation des unités sur le champ de bataille devient un art. Les réformes de Marius, un siècle après Zama, professionnalisent l'armée. Les légionnaires ne sont plus des citoyens soldats servant quelques années, mais des professionnels engagés pour 16 ans. Cette transformation permet les conquêtes futures, Gaule, Grèce, Orient, Égypte. Sans la menace existentielle posée par Hannibal, Rome n'aurait peut-être jamais développé cette machine militaire perfectionnée. La nécessité de survivre aux guerres puniques force l'innovation. Le danger extrême crée l'excellence. Sur le plan économique, la victoire sur Carthage enrichit considérablement Rome. Les mines d'argent espagnoles deviennent romaines. Les routes commerciales méditerranéennes tombent sous contrôle romain. L'afflux de richesses et d'esclaves transforme la société. Mais cette richesse crée des problèmes. L'aristocratie s'enrichit démesurément pendant que les petits propriétaires perdent leurs terres. Les vétérans qui ont combattu Hannibal pendant des années reviennent et trouvent leurs fermes vendues. Le ressentiment grandit. Un siècle après Zama, ces tensions sociales explosent dans une série de guerres civiles. Les frères Gracques tentent une réforme agraire et sont assassinés. Marius et Sulla s'affrontent. César traverse le Rubicon. La République romaine, qui a survécu à Hannibal, succombe à ses propres contradictions internes. Auguste, le premier empereur, comprend cette leçon. Il stabilise l'Empire en donnant des terres aux vétérans, en créant un système fiscal cohérent, en professionnalisant l'administration. Ironiquement, il utilise les richesses des guerres puniques pour financer un système qui empêchera de nouvelles guerres civiles. La mémoire d'Hannibal traverse aussi les siècles dans la culture romaine. Virgile, le grand poète augustéen, fait référence aux guerres puniques dans l'Énéide. Didon, la reine légendaire qui fonda Carthage, maudit les Romains et annonce qu'un vengeur viendra, clairement Hannibal. Tite-Live consacre des livres entiers de son histoire romaine aux guerres puniques. Son récit, bien que pro-romain, ne cache pas l'admiration pour Hannibal. Il le décrit comme courageux, brillant, capable d'endurer les mêmes difficultés que ses soldats. C'est un ennemi digne de Rome. Cette reconnaissance de la grandeur de l'adversaire est typiquement romaine. Rome respecte la virtus, la vertu guerrière, même chez ses ennemis. Hannibal possède cette qualité au plus haut degré. Le vaincre rend la victoire romaine encore plus glorieuse. Les écrivains postérieurs reprennent cette fascination. Juvénal se moque des rhéteurs qui font déclamer leurs élèves sur quels conseils Hannibal devrait donner après Cannes. Mais cette moquerie montre que 4 siècles après les faits, Hannibal reste un sujet d'étude standard. Au Moyen Âge, quand l'Europe redécouvre les textes classiques, Hannibal devient un modèle pour les chefs militaires. Dante le place en enfer, non pour ses crimes militaires, mais pour sa ruse, aux côtés d'Ulysse. Cette association avec le héros grec souligne son statut presque mythologique. La Renaissance le redécouvre avec passion. Machiavel analyse ses campagnes dans l'art de la guerre. Il admire comment Hannibal maintenait la discipline dans une armée multinationale, comment il adaptait ses tactiques à chaque situation. Pour Machiavel, Hannibal est l'incarnation du condottiere parfait. Napoléon étudie obsessionnellement les campagnes d'Hannibal. Il fait franchir les Alpes à son armée en 1800, se comparant explicitement aux Carthaginois.
Ses victoires à Austerlitz et Iéna utilisent des manœuvres d'encerclement inspirées de Cannes. Le Corse se voit comme un nouvel Hannibal, défiant les puissances établies. Les stratèges du XIXe siècle intègrent les leçons d'Hannibal dans la pensée militaire moderne. Clausewitz analyse la bataille de Cannes comme exemple de victoire décisive. Von Moltke étudie comment Hannibal coordonnait ses forces malgré les difficultés de communication. La Première Guerre mondiale voit le plan Schlieffen directement inspiré de Cannes. L'idée est d'encercler l'armée française en passant par la Belgique, comme Hannibal encercla les Romains. Le plan échoue, mais l'influence d'Hannibal sur la stratégie allemande est indéniable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les généraux des deux camps étudient Hannibal, Rommel lit Tite-Live et Polybe en Afrique du Nord. Patton prétend être la réincarnation d'Hannibal. Montgomery analyse comment les Romains ont finalement vaincu le Carthaginois pour comprendre comment battre l'Allemagne. Même dans les conflits modernes, la référence persiste. Norman Schwarzkopf cite Hannibal lors de la Première Guerre du Golfe. La manœuvre qui encercle l'armée irakienne dans le désert est comparée à Cannes. Les principes tactiques restent valables malgré les millénaires. Cette persistance de l'héritage d'Hannibal s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, ces campagnes sont exceptionnellement bien documentées grâce à Polybe et Tite-Live. Peu de généraux antiques bénéficient d'une telle richesse de sources. On connaît ses batailles dans le détail, ses mouvements, ses décisions. Ensuite, son histoire a tous les éléments d'une grande épopée. Le serment d'enfant, la traversée des Alpes, les victoires éclatantes, la trahison de sa patrie, l'exil final, le suicide noble. C'est une tragédie shakespearienne avant Shakespeare. Enfin, Hannibal incarne des valeurs universelles. La détermination face à l'adversité. Le génie surpassant les ressources limitées. La fidélité aux principes même dans la défaite. Ces qualités transcendent les cultures et les époques. Mais on peut aussi voir son histoire comme un avertissement. Le génie individuel ne suffit pas sans soutien institutionnel. Les victoires tactiques ne garantissent pas le succès stratégique. La guerre totale sans objectif politique clair mène à l'épuisement. Hannibal gagne toutes les batailles, mais perd la guerre. Pourquoi? Parce qu'il combat une cité-État qui refuse de se rendre malgré les défaites. Parce que sa propre cité ne le soutient pas pleinement. Parce qu'il ne peut pas transformer la victoire militaire en paix politique. Cette limite du pouvoir militaire reste pertinente aujourd'hui. Combien de guerres modernes ont vu des victoires tactiques écrasantes ne menant à rien? Le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak montrent que gagner les batailles ne suffit pas. Sans objectif politique réalisable et sans soutien durable, même les armées les plus puissantes échouent. Rome comprend cette leçon après Zama. Les futures conquêtes romaines ne se limitent pas à la victoire militaire. Elles incluent l'intégration politique, l'infrastructure, l'administration. Rome ne veut pas juste vaincre, elle veut absorber. Cette stratégie globale construit l'Empire. La destruction finale de Carthage en 146 envoie ce message. Rome ne laisse pas de menaces existentielles survivre. Mais cette brutalité crée aussi un précédent dangereux. L'annihilation totale devient une option acceptable. Cette escalade de la violence finira par ronger Rome de l'intérieur. Car la vraie victoire d'Hannibal n'est peut-être pas militaire, mais morale. En forçant Rome à mobiliser toutes ses ressources pour survivre, il transforme la République. La Rome d'avant les guerres puniques était une puissance italienne régionale. La Rome d'après devient impériale, militariste, impitoyable. Cette transformation a un coût. Les valeurs républicaines s'érodent. Le pouvoir militaire domine la politique. Les généraux victorieux comme Scipion deviennent plus importants que les institutions. Un siècle plus tard, César utilisera son armée pour renverser la République. Hannibal a donc changé Rome en la sauvant. La menace existentielle crée une machine de guerre mais détruit l'équilibre républicain. Rome survit physiquement mais change fondamentalement. Dans ce sens, le Carthaginois a peut-être eu sa revanche posthume. Aujourd'hui, 22 siècles après sa mort, Hannibal reste fascinant. Chaque génération redécouvre son histoire. Les historiens débattent toujours de ses choix stratégiques. Les archéologues cherchent encore le col exact qu'il a emprunté dans les Alpes.
Cette quête d'Hannibal n'est pas qu'académique. C'est une recherche de compréhension humaine. Comment un homme peut-il accomplir l'impossible? Comment la détermination peut-elle surpasser les obstacles? Comment l'audace peut-elle changer l'histoire? Les réponses varient, mais Hannibal demeure l'incarnation de ces questions. Sa vie dit que l'impossible peut devenir possible, qu'une armée inférieure peut battre une supérieure si elle est mieux commandée, qu'un seul homme peut défier un empire. Mais son histoire dit aussi que le génie seul ne suffit pas, que la stratégie doit servir des objectifs politiques réalisables, que même le plus grand général a besoin du soutien de son pays, que la victoire tactique sans vision stratégique mène à la défaite. La revanche de Carthage contre Rome fut brillante mais éphémère. 16 années de terreur infligées à la puissance dominante. Des victoires qui restent dans toutes les mémoires. Mais au final, Carthage disparut et Rome conquit le monde. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, Hannibal a gagné quelque chose que Rome ne pouvait lui refuser, l'immortalité. Son nom résonne encore quand ceux de la plupart des consuls romains sont oubliés. Ses exploits inspirent encore quand leurs victoires se confondent. C'est peut-être là la vraie leçon. La gloire ne va pas toujours au vainqueur, mais à celui qui accomplit l'extraordinaire. Rome a gagné l'Empire. Hannibal a gagné la légende. Et dans la longue histoire humaine, les légendes durent parfois plus longtemps que les empires. Les détails des campagnes d'Hannibal révèlent un commandant qui maîtrisait tous les aspects de la guerre. La logistique, souvent négligée dans les récits militaires, était une de ses forces. Maintenir une armée de 40 000 hommes en territoire ennemi pendant 16 ans sans ligne de ravitaillement sécurisée demande un talent exceptionnel. Il vivait sur le pays, pillant les récoltes, capturant les troupeaux, s'emparant des réserves des villes conquises. Mais le pillage seul ne suffisait pas. Il devait aussi gérer les ressources, rationner quand nécessaire, planifier les mouvements en fonction des saisons agricoles. Une armée affamée est une armée inefficace, peu importe le génie de son général. Ses compétences diplomatiques étaient tout aussi remarquables. Coordonner une armée composée de Carthaginois, de Numides, d'Ibères, de Gaulois, de Ligures, de mercenaires de toutes origines nécessitait un talent politique rare. Ces hommes ne partageaient ni langue, ni culture, ni religion. Beaucoup étaient traditionnellement ennemis les uns des autres. Hannibal devait constamment négocier, arbitrer les disputes, distribuer équitablement le butin, respecter les susceptibilités culturelles. Un chef purement militaire aurait vu son armée se désintégrer en factions rivales. Lui maintenait la cohésion par la force de sa personnalité et son sens de la justice. Les sources anciennes mentionnent qu'il parlait plusieurs langues, comprenant ainsi directement ses soldats sans toujours dépendre d'interprètes. Cette capacité linguistique, rare chez les généraux aristocratiques de son époque, créait un lien personnel avec les troupes. Sa compréhension de la psychologie humaine transparaît dans ses tactiques. Au lac Trasimène, il exploite l'impatience du consul Flaminius. À Cannes, il compte sur l'arrogance romaine et leur confiance excessive dans la supériorité numérique. Avant chaque bataille, il étudie ses adversaires, identifie leurs faiblesses psychologiques autant que militaires. Cette dimension psychologique s'étend au-delà du champ de bataille. Sa libération systématique des prisonniers italiens non romains était calculée pour semer la discorde. Le message était clair. Hannibal ne combattait pas les peuples italiens, mais leurs oppresseurs romains. Même si cela fonctionnait rarement, cela plantait des graines de doute. Son traitement des prisonniers romains variait stratégiquement. Après certaines batailles, il les libérait pour montrer sa clémence. Après d'autres, il les gardait pour négocier. Cette imprévisibilité maintenait Rome dans l'incertitude, ne sachant jamais à quoi s'attendre. La relation entre Hannibal et son père Hamilcar mérite attention. Ce dernier, vétéran amer de la première guerre punique, a élevé son fils dans la haine de Rome. Le serment de l'enfant de 9 ans n'était pas qu'un geste symbolique, mais le début d'un conditionnement psychologique. Grandir dans les camps militaires espagnols, Hannibal a reçu une éducation uniquement orientée vers la revanche. Pas de formation politique normale, pas de carrière civile, juste la préparation à la guerre contre Rome. Cette focalisation absolue créait un guerrier exceptionnel, mais peut-être un stratège politique limité. Car Hannibal pensait militairement, pas politiquement.
Il croyait que suffisamment de victoires forceraient Rome à négocier. Il ne comprenait pas que la République romaine préférerait la destruction totale à une paix honteuse. Cette incompréhension culturelle explique peut-être pourquoi il n'a jamais trouvé la stratégie politique pour compléter ses victoires militaires. Rome, au contraire, pensait politiquement même dans la défaite. Après Cannes, le Sénat refuse de racheter les prisonniers. C'est brutal, mais envoie un message. Rome ne négocie jamais sous la menace. Cette détermination impressionne les alliés potentiels d'Hannibal, qui hésitent à rejoindre un camp dont la victoire finale paraît incertaine. Le système politique romain, pour tous ses défauts, avait une résilience que Carthage n'égalait pas. Les consuls changeaient chaque année, empêchant la concentration du pouvoir, mais assurant aussi que la défaite d'un consul n'effondrait pas le système. 4 consuls meurent face à Hannibal, mais le 5e, puis le 6e continuent la guerre. Cette différence systémique entre une république avec des institutions solides et une oligarchie carthaginoise divisée fait peut-être toute la différence. Hannibal était supérieur à n'importe quel général romain individuel. Mais il combattait un système, pas un homme. Les batailles terrestres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La guerre navale jouait aussi un rôle crucial. Rome, qui avait construit sa marine presque de zéro pendant la première guerre punique, contrôlait maintenant les mers. Hannibal ne pouvait donc pas recevoir de renforts facilement. Quand Carthage envoyait enfin des troupes, les flottes romaines les interceptaient souvent. Les quelques contingents qui passaient étaient insuffisants. Cette domination maritime romaine stranglait lentement l'armée d'Hannibal en Italie, l'isolant progressivement. La mort d'Hasdrubal au Métaure en 207 illustre ce problème. Il amène des renforts substantiels d'Espagne mais ne peut pas coordonner avec Hannibal. Les Romains interceptent ses messagers, apprennent ses plans et le piègent avant qu'il ne rejoigne son frère. La supériorité en renseignement romain compense leur infériorité tactique. Cette capacité romaine à apprendre et s'adapter ne doit pas être sous-estimée. Après chaque défaite, Rome analyse ce qui s'est passé, identifie les erreurs, ajuste les tactiques. La stratégie fabienne de harcèlement naît de cette analyse. Le refus des batailles rangées contre Hannibal découle de la reconnaissance qu'il les gagne toujours. Scipion incarne cette capacité d'apprentissage. Il étudie Hannibal pendant des années, copie ce qui fonctionne, innove là où nécessaire. Quand il débarque en Afrique, il ne ressemble plus aux consuls maladroits qui ont affronté Hannibal en Italie. C'est un général moderne formé par l'ennemi lui-même. La bataille de Zama est donc un affrontement de maîtres. Les deux généraux se comprennent parfaitement, anticipent les mouvements de l'autre. Scipion gagne non parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il a de meilleures troupes, particulièrement en cavalerie grâce à l'alliance numide. Hannibal, avec une armée composite et inexpérimentée, ne peut reproduire la magie de Cannes. Ses vétérans, seulement 12 000, ne suffisent pas. Les mercenaires gaulois ont peu de motivation. Les conscrits carthaginois manquent d'entraînement. Face à des légions romaines aguerries et une cavalerie numide supérieure, même le génie tactique a ses limites. Le poison qu'Hannibal avale en 183 dans son dernier refuge de Bithynie clôt une vie extraordinaire. 64 ans après sa naissance, 40 ans après Cannes, 35 ans après avoir quitté l'Italie, il choisit la mort plutôt que la captivité. Certains disent qu'il portait toujours le poison sur lui, sachant que Rome ne cesserait jamais de le chercher. Cette fin illustre la détermination totale qui caractérisait sa vie. Jamais de repos, jamais d'abandon, toujours la lutte. Même en exil, vieux et fatigué, il conseille encore les ennemis de Rome. Son serment d'enfant le poursuit jusqu'à la tombe. Les échos de cette vie résonnent à travers les âges. Chaque général qui accomplit l'impossible, chaque armée qui traverse un obstacle réputé infranchissable, chaque tacticien qui transforme une faiblesse numérique en victoire, invoque consciemment ou non l'esprit d'Hannibal. Sa présence dans la culture populaire persiste. Films, romans, jeux vidéo reprennent son histoire. Les éléphants dans les Alpes, image iconique, apparaît dans d'innombrables représentations artistiques. Cette immortalité culturelle dépasse largement celle des consuls romains qui l'ont combattu. Même la géographie garde sa marque. Des montagnes portent son nom. Des cols prétendent être ceux qu'il a franchis. Les débats sur son itinéraire exact continuent.
chaque région des Alpes revendiquant le passage du grand général. Cette querelle géographique témoigne de l'importance symbolique attachée à son souvenir. Rome a gagné la guerre, construit un empire, dominé la Méditerranée pendant des siècles. Mais dans la conscience collective, Hannibal représente quelque chose que la victoire matérielle ne peut effacer, la capacité humaine à défier l'impossible, à tenir contre toute logique, à rester fidèle à ses principes même dans la défaite. Cette fidélité absolue à son serment d'enfant fait de lui une figure presque tragique. Toute sa vie fut déterminée par un moment à 9 ans. Aucun choix personnel, aucune liberté, seulement l'exécution d'un vœu prononcé avant même de comprendre ses implications. Dans cette absence de libre arbitre, il y a quelque chose de profondément humain et universel. Car combien d'entre nous vivons selon des serments, explicites ou implicites, prononcés dans l'enfance? Combien de vies sont déterminées par les attentes parentales, les traumatismes précoces, les conditionnements familiaux? Hannibal incarne cette condition humaine à son extrême, mais nous y reconnaissons quelque chose de familier. La tragédie ultime est peut-être que son génie fut gaspillé dans une cause impossible. Si Carthage l'avait soutenu, si le Sénat punique avait envoyé les renforts demandés, si la politique carthaginoise avait été moins divisée, Hannibal aurait peut-être détruit Rome, le monde serait différent. Mais l'histoire ne connaît pas de si. Hannibal a combattu avec les ressources qu'il avait, dans les circonstances données, et a accompli l'extraordinaire malgré tout. Cette réalité reste, solide et indiscutable, après 22 siècles. Rome a gagné. Carthage a disparu. Mais Hannibal demeure, immortel dans la mémoire humaine, symbole éternel que parfois, la gloire véritable appartient non au vainqueur, mais à celui qui a osé l'impossible.